ravie de vous retrouver pour une nouvelle nuit blanche. Comme tous les vendredis, à partir d'1h moins le quart, aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Taratata, un Taratata spécial Catherine Ringer et Hubert Félix Stéphane. Mais pour l'heure, c'est votre voix que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. Asiba et Justin attendent vos appels au 39 21 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, vous avez la possibilité de nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Allez, c'est parti pour un petit peu moins de 2 heures de direct, 2 heures pour se parler et s'entraider. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, j'avais appelé donc en fait hier. Oui, au standard et vous n'aviez pas pu vous exprimer à l'antenne. Voilà, donc je vous avais déjà eu il y a quelques années pour le même problème en fait, pour le problème de mon fils qui souffre d'addictologie à l'alcool. Et voilà, et ça l'a amené depuis une semaine en fait en prison. Il est incarcéré depuis une semaine. Pour quelle raison ? Parce que en fait il n'a pas réussi à se sortir malgré plusieurs séjours en hôpital psychiatrique en fait, parce que il y a très peu d'établissements qui prennent malheureusement qui prennent en charge cette pathologie. Maintenant ça commence à venir parce que il y en a quand même hein. Oui, il y a des établissements qui se sont créés et qui sont de longue durée. C'est-à-dire que en fait le séjour est en fonction de la personne, de l'avancée, et je pense qu'ils ne font pas sortir les gens au bout d'un mois, un mois et demi, ce qui est la règle générale en fait, parce qu'il est déjà passé par ce genre d'établissement, où ça s'est très bien passé, mais les séjours n'étaient pas assez longs. Et son problème c'est que alcool plus médicaments, parce qu'il avait quand même toujours des traitements. Et donc, ça le conduisait à des accès de violence. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà. Donc, il y est pour coups et blessures. Il s'en est pris, oui, à son père, comme, voilà. Ça a été plusieurs fois le cas, en fait. Et donc, là, du coup, la gendarmerie ne l'a pas ménagé, en fait. Et puis, il est passé en comparution immédiate. Il a préféré juger tout de suite. Mais quand même, le verdict est quand même très lourd, puisqu'il a pris 2 ans de prison, dont 1 quand même avec sursis. Mais ça lui fait 1 an à passer en prison. Oui, il y aura des remises de peine. Non, pas vraiment. Certainement. Très peu. Enfin, d'après ce qu'on nous a dit, très peu. Son avocat ne vous dit pas... Oui, parce qu'il y avait... Il a eu un avocat, en fait, commis d'office. Eh oui, en comparution immédiate, oui. Oui, oui, il est passé dans 48 heures après son arrestation, en fait. Mais bon, ce que je trouve un peu déplorable, c'est vrai que le procureur a été très dur, hein. Mais bon, ils n'ont pas pris en compte, en fait... tout son cursus, c'était trop court de toute façon pour qu'un avocat puisse le défendre et expliquer tout ce qui s'est passé aussi, tous les aléas de sa vie depuis une bonne dizaine d'années, on va dire. Oui, la comparution immédiate, c'est forcément difficile parce que l'avocat commis d'office fait son possible, mais ne connaît rien du dossier, hein, forcément. Il arrive et tout va très vite. Oui. Il a pu s'entretenir qu'une fois. Et donc, il avait le choix d'être jugé immédiatement ou quand même d'assurer sa défense.
lui laisser quand même un laps de temps. Et en fait, il a préféré juger immédiatement. Oui, c'est curieux. Oui, parce que je pense qu'il était arrivé à un stade où... donc là, il était encore plus mal depuis un certain temps. Et il a fait une demande pour aller en hôpital psychiatrique, justement. Ça fait 2 mois qu'il faisait une demande et l'hôpital refusait de l'hospitaliser. Pour quelle raison ? Parce que je pense qu'ils sont surchargés, de toute façon, oui, comme Oui. on le sait bien. Ils n'avaient pas de place. Et je pense que c'est pas tellement une question de place, parce que ils en trouvent toujours. Hein, quand il y a une urgence, de toute façon, ils arrivent à trouver quand même. Mais je pense que ce genre de pathologie, on nous a fait comprendre un jour que... une psychiatre nous a fait comprendre que sa place n'était pas en hôpital psychiatrique. Mais non, elle a raison. C'est-à-dire que pour les personnes alcooliques, ça relève pas de la psychiatrie. Hein. En même temps, je pense qu'il y a à moins si l'alcool fait que ça développe à côté des problèmes de délire et autres qu'on peut à ce moment-là soigner provisoirement, mais si vous voulez temporairement, je veux dire. Mais là, le problème, semble-t-il, dans ce que je comprends de ce que vous me dites de votre fils, c'est il est toujours dans l'urgence. Or, c'est vrai que, étant donné en plus l'état de la psychiatrie, peut-être qu'il pourrait l'hospitaliser pour un temps donné, court. Or, par rapport à sa dépendance à l'alcool, ça demande une prise en charge sur une longue durée. Oui, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. C'est sur plusieurs mois au moins. Bon, il peut y avoir. Exactement. Mais voilà. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il reprend son esprit. Et après, peut-être un suivi dans un foyer post-cure. Enfin, donc oui. Il faudrait vraiment, si vous voulez, qu'il y ait un réel désir de sa part. Or, semble-t-il, jusqu'à présent, il n'y va que dans l'urgence, quand vraiment il est trop mal. En fait, dans l'urgence, oui et non, parce que là, vraiment, sa demande, il s'était rien passé de spécial et bon, c'était parce qu'il se sentait effectivement pas bien du tout psychologiquement, en fait, surtout. Bon, et donc, en fait, après, c'est vrai qu'il y a un centre qui s'est créé, donc pas très loin de... Oui. Dans le département voisin, qui effectivement sont des longs séjours qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Et donc, c'est vrai qu'il faut effectivement avoir la motivation. Enfin, il faut faire une lettre de motivation. Il faut. Oui. Mais je pense que. À la base, c'est toujours très dur de faire la démarche. Il l'avait déjà faite une fois, et là, je pense qu'il est désespéré de toute façon de son état. Moi, j'ai reçu une lettre avant-hier, et de sa part, où là, il a des idées bien claires. Forcément, il est revenu à la réalité, forcément, et encore, il me dit que c'est un peu embrouillé dans sa tête, mais que il a l'impression qu'il ne s'en sortira jamais. Et donc, c'est dur c'est dur à vivre, parce que ça fait des années qu'on... Depuis combien de temps qu'on le voit dans son mal-être. Depuis combien de temps, justement, est-il dans ces problèmes-là ? Bien, disons qu'une bonne dizaine d'années, disons que ça fait 5 ans qu'il est vraiment, on va dire, qu'il ne travaille plus déjà. Il a quel âge ? 31 ans. Enfin, il va sur ses 32 ans, puisqu'il aura 32 ans au mois de juillet. Donc, il est jeune encore, hein ? Jeune, oui, mais ça lui fait quand même un passé déjà lourd. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, à un moment, décrocher, hein ? Oui. Et peut-être par le biais de cette incarcération, qui en même temps, il est clair qu'il aurait besoin de soins
plus que de prison. On sait d'ailleurs que il y a à peu près environ 30% des détenus qui devraient, qui souffrent de problèmes psychiques et qui n'ont pas leur place en prison. Et encore, ce chiffre devrait être révisé à la hausse, parce que c'est ce qui est déclaré, mais bon, on dit 30%, c'est vraiment une moyenne. Mais en même, il pourrait peut-être déjà demander à être suivi, parce qu'il y a la possibilité d'un suivi. Alors c'est vrai que la demande est très très faible. Il y a peu de psychiatres, en prison, compte tenu du nombre de détenus. Mais en même temps, il y a beaucoup de détenus qui ne font pas la demande. Oui, alors bon, après, je pense que en fonction de la durée d'incarcération, effectivement, il y a une possibilité, oui, d'avoir un suivi. Bon, c'est vrai que lui, il a vu quand même déjà des psychiatres, puisque par le CHS, automatiquement, il était suivi. Oui. Mais voilà, au bout d'un certain... Bon, c'est quelqu'un qui ne parle pas énormément déjà, donc... Voilà, je pense qu'il n'a jamais été vraiment jusqu'au fond des choses, quoi, en fait. Mais c'est tout le problème, justement, et c'est pour ça, certainement, que ces cures ont échoué jusque-là, parce qu'elles ne traitent pas les causes de l'alcoolisme. Parce que lui, il a l'impression que, en fait, il n'y a rien eu dans sa vie, en fait... qui puisse expliquer ça. Donc oui, mais alors qu'il y a forcément quelque chose, et quelqu'un de fragile de toute façon, ça c'est sûr. Oui, s'il pouvait accéder aux racines de cette dépendance, il irait mieux. Et pour ça, il faudrait qu'il fasse une psychothérapie. Mais c'est jusque-là, il est dans un refus, comme beaucoup de personnes qui sont dépendantes. C'est-à-dire qu'il y a la... Oui, il y a quelques jours, excusez-moi, mais j'avais écouté parce que j'écoute pratiquement tous les soirs l'émission, et donc il y a une personne qui avait un peu ce problème, c'était encore différent, mais en fait il refusait de voir un psychiatre parce que en fait il disait qu'il les menait en fait un peu où il voulait, qu'il arrivait à comment dire, être plus fort qu'eux, en fait, si on veut, d'un certain côté, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la démarche vraiment pour eux, donc tant qu'ils ne sont pas dans une démarche pour aller mieux, c'est une toute puissance. C'est un sentiment de toute puissance qui est souvent très présent dans ces addictions. Oui, voilà, c'est ce que vous disiez. Et j'ai dit, oui, c'est tout à fait ça, parce que moi, j'ai rencontré des psychiatres avec lui. Donc, j'ai eu plusieurs entretiens en sa présence, en fait. Et c'est vrai que, il a un discours très cohérent. Mais bon, ça reste toujours assez superficiel, en fait. Moi, je sais que il y a eu certains problèmes familiaux qui certainement l'ont marqué, et plus que ses sœurs, puisqu'il a 3 sœurs. Et il en est resté quelque chose, et que petit à petit. Avant qu'il n'en ait pas sorti, en fait. Je pense que ça reste, ça reste un non-dit ou. Peut-être que, alors évidemment, il aurait davantage besoin de soins. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, il n'était pas prêt. Peut-être que cette incarcération, là, il va être soumis à un sevrage forcé. Automatiquement. Oui. Automatiquement. Oui. Avec, il est important qu'il voit l'équipe médicale et les psychiatres, parce que justement qu'on lui donne des tranquillisants pour qu'il supporte la privation d'alcool, des vitamines, Je suppose qu'il
il va avoir, oui. Ah ben c'est important pour qu'il n'y ait pas un syndrome de manque, qu'il ne fasse pas des crises. Hein. Donc ça, compte tenu il faut que ça soit pris en compte. Dès son entrée, j'imagine qu'il soit suivi sur le plan médical, hein, pour qu'il ne souffre pas trop déjà physiquement et moralement. Mais parallèlement à ça, on peut lui proposer, alors une psychothérapie, j'entends bien que pour le moment il n'est pas accessible, mais de le voir, de le recevoir dans ce cadre évidemment très contraignant de la prison, où il n'aura pas d'autres possibilités de sortie, de rencontrer aussi d'autres personnes. Peut-être que là, d'autres bonnes personnes, un entourage qui peut être aussi, qui peut l'influencer. Voilà, c'est ce qu'il me dit dans son courrier d'ailleurs, parce que il a peur de se laisser influencer par certaines personnes qui... oui, mais c'est souvent le cas, hein, l'entourage des personnes alcooliques, et c'est ça, ils se regroupent entre eux, et alors, dans cet environnement-là, très contraignant, il peut du coup être amené, sa seule occasion de sortie, de parler avec quelqu'un en dehors de ses co-détenus. Ça peut être aussi d'aller voir le thérapeute. Oui, ça, je ne sais pas comment... Il faut voir. C'est à l'intérieur de la prison, de toute façon. Ça peut se faire. Oui, je sais que qu'il y a... Il y a Gabriel des Hauts-de-Seine qui demande si le procureur a requis une obligation de soins. Alors, je n'ai plus trop les termes parce que j'étais présente au tribunal, mais j'étais dans un tel état que quand j'ai entendu la sentence, je me suis dit c'est pas possible. Donc obligation de toute façon oui, parce que donc dans le sursis. Donc après l'incarcération, forcément, il y a une obligation de soins. Donc, je pense l'entrée dans un centre justement de longue durée. Certainement, quand il y a des problèmes, si c'est coups et violences dû à un problème d'alcoolisme, à mon avis, ça a dû être prescrit. Oui. On va accueillir Fred qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Fred. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous connaissez bien ce problème de la dépendance à l'alcool, vous en êtes sorti et vous voulez un petit peu en parler et donner de l'espoir aussi. Oui, je voulais c'est Françoise, la dame. Oui, c'est ça, oui. Bonsoir. Voilà, donc je pense que son fils a une obligation de soins, ça c'est sûr. Oui. Mais qu'il ne faut pas se décourager, surtout parce que moi, j'ai pris 4 cures pour sortir de cet enfer. Et la dernière cure que j'ai faite, je ne voulais pas la faire. J'étais obligée de la faire. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà, souvent, il faut quand même qu'il y ait... j'étais contrainte. Voilà, une contrainte. Et à la fin, je voulais plus en partir tellement j'étais bien. Oui. Donc, mais je sais que, oui. Voilà. Oui, je sais que sa post-cure, la post-cure qu'il avait faite, donc qui a duré 1 mois et demi, il était dans les Pyrénées. C'était vraiment, il avait l'impression d'être quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on se retrouve entre nous. Alors c'est important, voilà. Peut-être écoutons Fred, ce qu'il a à nous dire. Donc 4 cures, la dernière, vous avez été contraint de quelle façon ? J'ai été obligé de la faire par un médecin. Parce que j'étais dans sa clinique pour me reposer suite à une dépression. Et puis je me suis mis à boire. Et puis l'alcool m'a rattrapé. Et comme on était en sortie libre dans cette clinique, il m'a dit écoutez, moi je vous vois partir, mais je sais jamais dans quel état vous allez rentrer. Donc voilà, comme vous êtes sous ma responsabilité, ne me forcez pas à faire un placement, quoi. Voilà. Donc j'avais pas le choix. J'étais pas ravi d'y aller pendant le sevrage physique parce que je sais pas si Françoise est au courant de vraiment comment ça se passe. Il y a un sevrage physique qui est assez désagréable, mais c'est pas le plus dur, hein. C'est pas le plus dur. Non, c'est après. Ça se fait rapidement. C'est après. C'est la psychothérapie et surtout la psychothérapie de groupe qui donne de bons résultats parce que tous les autres sont des miroirs parce qu'en fait on a tous les mêmes problèmes en fait. Oui, mais c'est ce que je lui répète sans cesse. Mais c'est pas à vous de lui dire, c'est à lui d'aller le chercher.
Oui, mais lui, il est pas dans la démarche. Et pour lui, voilà, pour lui, c'est pas utile. Et pourtant, oui, si, il faut quand même qu'on lui dise que, effectivement, c'est souvent comme ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, Fred, justement ? Vous dites, c'est pas tant le sevrage physique ? Non. Ça, c'est très désagréable, c'est sûr. On peut pas mentir. Hein. C'est très désagréable. Il y a des tremblements, il y a des crises d'angoisse, tout ça. Mais bon, c'est un mauvais moment à passer. C'est 3-4 jours, quoi. Hein. Mais le plus dur. Moi, j'avais un problème terrible. J'avais un problème d'identité. Donc, j'aime autant vous dire que en fait, si vous voulez, on est tout le temps en soins. Parce que quand vous êtes dans ce genre d'établissement, on vous oblige à mettre la table, à la débarrasser, à faire votre lit, à vous prendre en charge, quoi. Il faut pas que les gens s'imaginent que les alcoolos sont soignés dans un lit avec une perfusion et qu'ils se la coulent douce. C'est faux. C'est une maladie où si vous vous prenez pas en main, il n'y a rien de possible. Après, tout dépend des établissements, parce que là, c'était une clinique spécialisée quand même. Alors moi, je fais la pub, et j'espère qu'ils m'écoutent ce soir, pour le centre Saint-Barnabé de Marseille. Je les adore, ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie, je les embrasse. Mais c'est vrai que dans le centre, pareil, qui était dans le sud, effectivement, le contact avec les soignants, les psychothérapeutes, psychiatres se passait très bien. En fait, ils ont une autre approche. Alors après, je ne sais pas. Oui. Et je ne sais pas si ça dépend des régions. En fait, c'est peut-être. Moi, je suis plutôt dans le nord de la France. Enfin, pas tout à fait dans le nord, mais bon. Mais finalement, Fred, vous dites que à un moment, cette cure qui vous a été imposée par votre médecin. La quatrième m'est imposée. La quatrième. Les 3 d'avant, j'avais décidé. La quatrième m'est imposée. Oui, c'est ce qui est paradoxal. Hein. Les Absolument. 3 d'avant, vous les aviez décidés, ça n'a pas marché. La quatrième, elle a fonctionné, mais celle-là, au fond, vous êtes allé au bout de quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Vous avez plongé dans votre histoire aussi personnelle. Ah oui. Mais... Vous avez un peu accédé à ce qui était à l'origine de cette souffrance qui vous avait fait boire. Il y a eu un déclic à cette 4e cure, et puis de toute façon, j'ai entendu des phrases que j'avais entendues 100 fois, mais la 101e fois, j'ai entendu une phrase différemment, c'est que quelqu'un m'a dit, t'es en face d'un mur, alors c'est tout con, hein, dit, mais ou tu tapes dedans, ou tu tournes le dos vers les autres. Alors c'est vrai, ça peut paraître mélo et débile, j'ai sûrement entendu beaucoup de fois, et puis ce jour-là, ça a fait tilt, et je me suis dit, où tu tapes des poings, et on se détruit soi-même physiquement, mais on est violent, on devient violent envers les autres, envers soi-même, c'est l'horreur, quoi. Hein. Et effectivement, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre ? De toute façon, je vais crever. Vous savez, au bout d'un moment, c'est ça. Hein. Moi, ce qui me fait garder un peu d'espoir, c'est qu'il tient quand même à la vie, puisqu'il n'a jamais attenté à sa vie, en fait. Il n'a jamais fait de tentatives et pourtant dans les états de mal-être où il était, je me disais mais un jour il va passer à l'acte, et non, il cherche quand même à se raccrocher, mais bon, en même temps, il a très très peur de ne jamais pouvoir s'en sortir. Bon, le témoignage de Fred et de d'autres d'ailleurs, personne montre que on peut à un moment décrocher, et vous le dites, Fred, c'est-à-dire que ça vient de vous. À un moment, vous l'avez dit à Françoise, elle n'a pas entendu, c'est-à-dire que ça peut pas venir de quiconque. L'entourage à ce moment-là est impuissant. C'est ce qui est terrible pour l'entourage. Mais l'entourage est impuissant, hein. Complètement, et on est, oui, c'est vrai qu'on est démunis. Mais oui, mais parce que c'est terrible de voir la personne qu'on aime, et en plus son enfant se détruire, mais pour autant, ce n'est pas vous qui pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider, bien évidemment, en étant présente pour lui, en allant lui rendre visite, alors qu'il est incarcéré, en ne le laissant pas tomber. Mais il a peur de ça aussi, mais vous ne pouvez pas prendre en charge son addiction. Je sais très bien, donc depuis des années, qu'on essaie de lutter, c'est peine perdue. Peut-être trop.
Et par contre, moi je me suis beaucoup impliquée, je m'en suis rendue malade d'ailleurs, puisque Mais oui, c'est le risque. malheureusement j'ai eu une maladie grave, oui, voilà, qui n'était peut-être pas due qu'à ça, mais c'est vrai que j'ai vécu des stress terribles, quoi. Voilà, et j'ai gardé le contact parce que quand je vous avais eu il y a quelques années, donc j'avais eu le contact avec une dame avec qui je suis toujours en relation en fait et qui a le même problème avec son fils qui est un peu plus âgé. Et voilà, et s'est retrouvée il y a peu de temps en clinique. C'est elle qui était en clinique du coup parce que c'est pareil, elle craque quoi, elle n'arrive plus à tenir le coup et son fils revient toujours chez elle, donc mais c'est toujours un problème à gérer. Quelque chose, son témoignage. Pareil, il y a Gabriel. Je suis une amie à cause, pas malheureusement à cause de ce problème, mais voilà, on est devenus amis, on se connaît pas encore physiquement, mais voilà. Vous pouvez peut-être vous adresser aussi à des groupes de parole tels que les alcooliques anonymes, les Al-Anon, où vous pouvez comme ça échanger, partager avec d'autres personnes qui ont un membre de leur famille ou de l'entourage qui est alcoolodépendant, et ça peut vous aider un peu à trouver un soutien. Il y a Gabriel qui est commandant de police qui dit que l'avocat de votre fils peut demander au juge des libertés et de la détention un suivi en milieu hospitalier. Si ce n'est pas possible, si ça ne peut pas être vraiment bien fait dans le cadre de la prison, compte tenu de sa dépendance. Après, il a encore une possibilité de faire appel, puisque bon, il y a... Mais bon, voilà. C'est pour ça que ça vaut la peine, hein, peut-être de voir avec un avocat, parce que là, comparution immédiate, il peut peut-être, voilà. Oui. Merci beaucoup, Fred, de votre témoignage qui apporte beaucoup d'espoir. Merci d'avoir appelé. Et bon courage à vous, Françoise, et à votre fils. Beaucoup. Au revoir. Oui, je vous tiendrai au courant et j'espère que la prochaine fois, j'aurai des bonnes nouvelles. Merci. Au revoir. Nous l'espérons également. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Jessie J. Price Tag. Alors, des petits messages. Chaudron de la Barque dit attention de ne pas vous oublier ni de vous abîmer dans cette histoire. Sans aucun doute, l'addiction de votre fils a pu causer de nombreux ravages au sein de votre famille. Prenez aussi, faites attention à vous. Justement, il y a Narno qui dit merci pour votre émission qui berce les débuts de mes nuits blanches. Je suis l'affaire de Chaudron du Lac. Je pense que Fabienne se trompe sur l'identité de celui-ci. Alors Fabienne, c'est peut-être l'auditrice qui a envoyé des SMS en disant qu'elle habitait près d'un petit village où elle mettait sa barque près d'un... il y avait un petit lac qui s'appelait comme cela. Et Narno me dit on attend avec impatience le retour de Chaudron du Lac. Bonne nuit, ami de l'insomnie. Voyez, mon cher Chaudron de la Barque, votre pseudo suscite comme ça beaucoup d'interrogations. Allez, on accueille maintenant Maria. Bonsoir Maria. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir pris mon appel car je vous écoute bien souvent et vous êtes formidable. Merci, c'est gentil. Eh bien, écoutez, mon histoire est tellement longue que je ne sais pas par où commencer. Après 37 ans de mariage, je pars beaucoup un comportement tout commander, tout faire, tout décider. Après jalousie, j'en pouvais plus et j'avais fait une demande de divorce. Un soir, je suis sortie souper parce qu'on me disait, mais non, je suis restée sous le même toit, bien sûr. Et un soir, je suis allée souper avec des amis communs, mais bon, ils m'avaient invité moi, et ils m'avaient dit, mais sors un peu, sors. Je suis sortie. En rentrant, j'ai vu son état un peu raide, mais il m'a rien dit parce que bon, il y avait... Un peu quoi? J'ai pas compris. Il y avait son état un peu raide, un peu... Oui, un peu alcoolisé. Coléreux. Mais comme il y avait un de mes enfants qui était à la maison, bon, il a fait semblant de rien. J'ai couché dans la chambre d'amis.
Et puis le matin, il s'est levé, il a été faire une promenade vers les 11 heures du matin. Il est venu dans la salle de bain, il a essayé de m'étrangler en disant si je me moquais de lui. Comme ça, sans... Comme ça, sans explication. Si je me moquais de lui, tu te moques de moi. Mais à froid, j'ai envie de dire, sans colère. Il est rentré dans la salle de... Ah ben, il avait la colère du soir, il avait la colère il savait que j'avais demandé... Oui, une colère froide. Voilà, que j'avais demandé la séparation. Vous ne vous étiez pas battu, il n'y avait pas eu de... Pas du tout. Il est arrivé, il m'a attrapé. Tu te moques de moi, et au cou. Ouh là là. J'ai échappé d'un petit poil. Parce que je suis partie en courant de la maison. J'ai ma belle-fille qui habite au-dessus. Et puis, de là, je suis partie chez le docteur. Je suis partie à la gendarmerie. Et puis, je suis partie chez des amis. Et puis voilà, après, j'ai pris un petit studio, je me suis installée. Et 14 mois après, ça c'était en 2004. Et en février 2006, il me semble, 14 mois après, il a réapparu en disant qu'on était malheureux, que si, que là, que... Enfin bref, et entre-temps, très peu de temps après, peut-être 3 mois, on le voyait promener avec quelqu'un d'autre. Donc il a amené chez la famille Qui ont les amis, les connaissances. Il a amené dans la famille. Il a fait de la psychiatrie en clinique. Il voyait un psychiatre. Toujours il avait mal ici, il avait mal là. On ne trouvait pas vraiment la cause de la maladie parce qu'il n'allait pas au fond des choses. Et moi, j'ai vu une fois de la psychiatre et je lui ai dit, écoutez, madame, tant que mon mari se mentira lui-même, il m'a dit, tout à fait, vous avez raison. Il tournait autour du pot, mais il n'était pas franc, il n'approfondissait pas, si vous voulez. Et puis, je suis revenue. Et puis, pour des bêtises, il recommence à attraper les colères. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Il y a encore une petite discussion d'un certain monsieur qu'on parle à la télé, des choses. Moi, j'ai dit, en parlant avec mon fils, mais c'est vrai, tout à fait, ça doit être un complot, ça doit être... lui, il n'avait pas la même version, il s'est retourné sur moi, mais avec une colère désastreuse, en disant, mais tu n'es jamais d'accord avec moi, on n'a rien à faire ensemble... Mais puisque c'est comme ça, mais chacun chez soi. Mais dites-moi, vous avez vécu quand même 37 ans, 37 ans ensemble. Oui. Donc, et vous n'aviez jamais eu auparavant de crise comme ça Il a toujours été un peu coléreux, un peu commandant. Oui, mais entre être un peu coléreux et puis un accès de violence au point d'une tentative d'étranglement, il y a quand même une marge importante. Peut-être essayer de te donner une gifle alors que moi j'ai un caractère assez... Oui, non, mais même là, en poussant la barre, voyez, sur un accès de colère, donner une gifle et une tentative d'étranglement, pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que selon vous, votre mari en est arrivé à de tels accès de violence? Parce que je vois pas comment un homme peut basculer dans la violence à ce point-là. Parce que ce que les médecins m'ont dit, ça sentait que je partais, que je lui échappais. C'est ce que, apparemment, ça a été. Il devenait jaloux. Il devient jaloux, même un petit chien que j'aurais eu, il devient jaloux. Dernièrement, là, dimanche, c'était la fête des mamans. Il m'a reproché, c'est maman qui a invité. Il a inventé que c'était moi et que j'avais pas invité, enfin, tout un cirque. Et qu'on devrait être heureux, mais que tous les deux. Vous pouvez parler dans le combiné bien, parce que par moments, je vous entends pas bien. Que tous les deux, on devrait être que tous les deux pour être heureux et vieillir ensemble. Alors, tous les deux, mais on peut pas être tous les deux, on a des enfants, on a des petits-enfants. Il n'était pas jaloux de vos enfants? Ça arrive. Quand ils étaient petits? Oui, beaucoup un peu les mener à la baguette, si vous voulez, ou la baguette, enfin, avoir un comportement un peu fort, très fort. S'enlever la savate, te jeter une bouteille, alors que je mettais les hauts là. Mais bon, jusque comme ça, non. Alors là, je suis repartie. C'est sûr qu'il m'a appelé 2 fois. Il est triste.
On est malheureux, je dors pas, je mange pas, toi non plus, voilà, et toute la panoplie. Mais finalement, vous en êtes où, vous, de votre décision de vouloir et moi, le quitter? quand je m'en vais comme là, hier soir, je suis partie. Je dis qu'on m'attache les mains et les pieds quand je m'en vais, que je ne retourne pas. Oui, mais pourquoi vous revenez vers lui? C'est ça le problème? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être la pitié, c'est l'amour, c'est très différent, la pitié et l'amour, quand même. Pas la pitié, si on veut. Je me dis à moi-même que s'il est seul, si un jour on arrive à se séparer, il est seul et qu'il est malade, je viendrai le soigner. Vous voyez, dans mon esprit, moi seule. Je me dis ça. Oui, mais pourquoi vouliez-vous partir? Eh bien, écoutez, parce que j'en arrive à avoir peur, Caroline. Non, mais ça, j'ai bien compris quand il y a eu ce qui s'est passé. Mais donc, vous vouliez partir... Non. Vous vouliez partir avant cela. Il sentait que vous lui échappiez. Il y avait quelque chose quand même. Oui, que je lui échappais parce que bon, j'avais demandé. Alors quand je lui disais, mais si tu te comportes comme ça pourra pas aller entre nous. Si tu te comportes comme ça, je vais demander une séparation. Mais il n'en tenait pas compte. Oui, donc il y avait déjà des choses qui n'allaient plus. Voilà. Et qui faisaient que vous vous éloigniez de lui. Oui, et si tu n'es pas contente, tu sais ce qu'il te reste à faire, il me disait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais pourquoi subitement il est devenu jaloux comme ça? Eh bien, parce que jaloux, il a toujours été jaloux. Voilà, donc, moi c'est ce que je pense. On ne devient pas jaloux d'un coup comme ça. Non, il a toujours été. Je l'ai connu même. Mais c'est vous peut-être qui ne le supportiez plus. Voilà, tout à fait. Parce que quand vous aviez vos enfants, vous aviez votre vie, peut-être qu'à ce moment-là, vous... Parce que jaloux, je me souviens célibataire, bon, il était jaloux du frère, il me racontait des choses, qu'on lui donnait les meilleurs morceaux, et tout ça, me revient maintenant. Mais oui, mais la jalousie, quand elle est comme ça, excessive, elle trouve toujours ses racines dans l'enfance. Mais je l'ai toujours cru, Madame Caroline. Et mais lui, il était déjà jaloux. Ben non, mais parce qu'il est illettré. D'ailleurs, il est illettré. Ah, ça veut rien dire. Hein. On peut être illettré et en même temps être intelligent, avoir une analyse assez fine des situations. Il est très vivace, très intelligent, oui, pour entreprendre, pour. Oui, mais voyez, il vous parle de son frère à qui on donnait les meilleurs morceaux, donc qui était privilégié. On avait 16 ou 17 ans quand il me racontait ça. Et oui, mais déjà, il se sentait, lui... J'y pense, moi. Lui, il avait l'impression d'être lésé. Oui. Et donc, cette jalousie, aujourd'hui, il la reporte sur vous. Donc, vous avez beau lui donner toutes les preuves de fidélité. Vous dites même, d'ailleurs, il peut être jaloux de votre chien. Oui, c'est-à-dire, j'en ai pas, mais j'aurais un petit chien, il serait jaloux, je le dis souvent. Oui, mais c'est ça, toutes les preuves d'affection, de tendresse que vous donnez à vos enfants, à vos petits-enfants, pour lui, c'est autant de preuves d'affection que vous ne lui donnez pas à lui. C'est du manque pour lui. Oui. Il faudrait qu'il se fasse aider. Oui, mais par qui? Il faudrait qu'il fasse un travail sur lui-même. Mais il n'est pas dans tout ça. Combien de fois je lui ai proposé? Faisons, il va et il commande. Lui, il n'a pas de problème. C'est les autres. Raconte ta vie si tu veux. Moi, j'ai rien à raconter. Et si vous, par exemple, parce que vous dites qu'au fond, vous lui gardez quand même beaucoup de tendresse et d'affection, malgré tout ce qui s'est passé, si vous lui proposiez d'aller voir quelqu'un avec lui, est-ce qu'il serait davantage prêt? Vous voulez dire un thérapeute de couple, oui. Est-ce que peut-être avec vous, ça le rassurerait? Il n'a pas trop voulu, je vous dis, on a essayé tout avant que tout ça arrive, et il me disait ça, vas-y, toi, si tu es malade, c'est toi peut-être qui es malade. Alors que j'ai vu la personne qui le soignait, il me disait, madame, non, oui, il a besoin, mais bon, il a même été en clinique psychiatrique un moment, je ne sais pas s'il avait fait 3 semaines. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais pas pour ça, parce qu'il n'était pas bien, et le psychiatre, ou le docteur de famille, je ne sais pas si c'était le psychiatre, qui l'avait fait mettre là-dedans. Alors, à ce moment-là,
Quand il avait été voir son psychiatre, que c'est le généraliste qui l'avait envoyé parce que lui, il ne trouvait plus la solution de le soigner. Vous me soignez pas, vous me soignez pas. À l'époque, il avait fait un herpès au bras. Je ne sais pas comment on appelle cette chose qui est tellement douloureuse que c'est chaud. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un zona. Un zona, tout à fait. Oui. Un zona. Parce que bon, il fait des herpès aux yeux, il avait fait des boutons de fer, mais là, il était sorti un zona. Et ce zona, il disait au docteur, mais vous me soignez pas, mais il lui disait brusque, un peu coléreux aussi, si vous voulez. Vous me faites rien, vous n'allez pas me soigner, vous me soignez pas. Alors, le généraliste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé chez un psychiatre. Alors, je lui avais pris rendez-vous. Il rigole pas, le généraliste, hein? Oui. Mais il y a des années qu'il est chez lui. Mais enfin, cela dit, non, enfin, je dis ça, mais il y a tellement parfois, Oui. il a compris qu'il y avait une souffrance derrière. Tout à fait. Cela dit, il a compris que derrière ce malaise qu'il exprimait, oui. Il faut vous faire soigner parce qu'il n'y croyait pas tout ça. Oui, il a orienté, dire finalement, allez voir tel spécialiste. Les fous qui vont à ces endroits, c'est un peu, il est un peu. Mais il n'y est pas revenu, j'imagine. Comment? Il n'y est pas revenu. Le voir, le psychiatre. Ah ben attendez, c'est que moi j'ai pris le rendez-vous et quand il me disait mais moi j'ai rien à faire, tu as qu'à y aller si tu es malade, et je dis écoute, je prends le rendez-vous. Si toi tu n'y vas pas, j'irai voir, poser un problème, comment s'en sortir, comment faire. Mais là, vous êtes séparés de lui ou? Oui, je suis divorcée. Bon. Depuis 2004. Oui, 2005. Vous êtes divorcé, mais vous continuez à vous voir. Pour vivre, j'avais pris mon studio, mais je vous dis que 14 mois après, je venais pratiquement pas au studio. Parce que on a une grande maison, j'étais pratiquement en couple, si vous voulez. Oui, mais c'était ma question, hein, Maria. Oui, je sais bien que vous êtes divorcée, mais vous continuez à vous voir. Voilà. Mais c'est ça, vous êtes divorcé officiellement. Vous êtes divorcé, certes, officiellement, mais vous continuez à être en couple avec lui. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes toujours en couple? Eh bien, à part que hier que je suis partie, je suis dans mon studio. Oui, mais c'est ça, mais ça date d'hier, oui, quoi. Mais jusqu'à hier, j'étais en couple. Donc, une des choses aussi, que quand je suis revenue, il n'était pas encore à la retraite, là, il a touché la retraite. Et sa retraite, il me dit qu'elle est pour lui. Donc, il va vous faire payer par tous les moyens. Hein. Oui, hein. Écoutez, moi je pense que si à un moment vous ne mettez pas des limites, j'ai bien vu, mais de façon un peu ferme, ça continuera. Vous allez faire. C'est-à-dire, Caroline, quoi? Vous allez faire des allers-retours entre votre studio et l'appartement commun, mais ça ne changera pas. Donc, soit il accepte à un moment. C'est lui qui a besoin d'aide. Hein. Oui, je le sais. Donc soit il accepte de se faire aider. À ce moment-là, s'il n'est pas prêt, parce que dans les faits, c'est lui, par rapport à sa jalousie, par rapport à la violence que ça engendre. C'est quelque chose qu'il a dans lui. Alors vous pouvez consulter ensemble, parce que vous, au fond, malgré tout cela, vous n'arrivez pas à le quitter, donc ça pose quand même question dans votre relation de couple aussi. Bon, vous pouvez faire une démarche ensemble, et s'il n'est pas prêt à le faire... Oui. Ça veut dire que quand même, il faut arriver à vous éloigner de lui. Oui. Oui. Oui, c'est ce que j'ai pas. Parce que je ne vois pas comment, si vous revenez vers lui, même si vous partez dans votre studio 24 heures, 48 heures ou une semaine, mais que vous revenez, ça le conforte dans l'idée que de toute façon, il est dans son bon droit. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Je fais que penser à ça. Oui, mais là, il faut, je pense, agir maintenant. Oui. J'entends lui proposer de faire, à la dernière limite, de faire cette thérapie, et s'il n'est pas d'accord, de trancher. Oui. D'ailleurs, mon docteur ne le connaît pas, il l'a vu comme ça une fois dans la salle d'attente, mon généraliste. Et il m'a dit, parce que des fois j'en parle quand je suis pas bien, il m'a dit, madame,
ce que je vois, c'est qu'il a comme des angoisses. Quand il a des moments, parce que sinon, après, il est gentil. Il faut que mes amis me disent, si tu le suis, plus que lui, personne ne t'aimera, mais il faut faire ce que lui veut, et quand il a ses angoisses, ils sont coquilles sans coquilles, qu'on voit dans son visage, qui n'est pas bien. Non, mais il est certain qu'il ne va pas bien. Alors peut-être qu'il faut le laisser un peu ne pas aller bien aussi, pendant un temps, un peu face à lui-même. Oui. Hein? Oui, mais il est resté ces 14 mois, Madame Caroline. Non, mais je ne dis pas 14 mois. Il ne s'agit pas de le laisser 14 mois. Je veux dire au début, là, quand on a en tête à tête. Non, mais le laisser un peu face à lui-même et lui dire, bon, dans les faits... j'ai de lui dire que vous avez des sentiments pour lui, mais qu'en même temps, vous ne pouvez pas vivre comme ça une relation dans la peur, que vous ne voulez pas vivre une telle relation, que vous avez besoin de reprendre confiance en lui, parce que sinon, c'est pas possible de rester dans ce type de relation. Et que pour reprendre confiance, il faut que lui aussi comprenne pourquoi il est dans une telle jalousie, pourquoi il n'arrive plus à vous faire confiance. Non, ne faites pas les réponses et les questions, Maria. Vous ne savez pas ce qu'il vous dira. Il va me dire, c'est moi, j'ai rien. Ne faites pas les réponses et les questions. Il vous dit ça en face de vous, peut-être que justement face à un tiers, il va vous dire ça, mais le tiers, le thérapeute de couple, va l'amener, va essayer en tout cas, à aller un peu au-delà. Et parfois, face à un tiers, on parle différemment. Tous les deux, oui, vous tournez en rond, ça c'est certain. Oui, c'est l'avantage d'aller consulter une tierce personne qui peut essayer de vous amener, tenter, c'est pas miraculeux, mais à dépasser un peu votre façon d'être, de penser, de vous comporter habituelle. Bon courage, Maria. Au revoir. Bon, merci, Caroline. Merci. Au revoir. Bien. Merci. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Caroline Dublanche sur Europe 1. « 34 centimes la minute. » Voilà la musique qui plaît à Fifi. Bernard Lavillier, cause perdue, un petit ventilo, un peu de tequila, un cigare. Et voilà mon Fifi. Ah, la tête en vacances. Allez, Bernard Lavillier qui sera chez Thierry Lecamp le 11 juin sur Europe 1, bien sûr. Un petit mail d'Isa qui revenait sur le témoignage de Françoise dont le fils venait d'être incarcéré pour problème d'alcoolisme ayant entraîné des coups et blessures. Isaac dit: la détention ne semble pas être la réponse adéquate afin de résoudre l'addiction de votre fils, qui est avant tout une maladie qui nécessite une prise en charge médicale. En revanche, une obligation de soins en addictologie et en psychothérapie me semble indispensable. L'incarcération est une épreuve psychologique dont on ne ressort pas indemne, encore moins lorsqu'on est fragilisé au moment de l'incarcération. Je vous souhaite beaucoup de courage ainsi qu'à votre fils. Nous allons atteindre minuit, voilà, on va rendre l'antenne pile à l'heure, minuit sur Europe 1. À vous, si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h15. Et oui, ça change le vendredi, vous le savez, c'est en fonction de Taratata, un Taratata spécial Catherine Ringer et Hubert Félix Thieffen. Vous pouvez continuer donc à nous appeler au 39 21 pour témoigner, pour réagir aux histoires que vous entendez. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait
Jeanne qui voulait revenir sur le témoignage de Maria qui nous parlait de ses problèmes de couple. Jeanne dit: votre mari ne vous croit pas puisque vous revenez à chaque fois et il vous manipule parce qu'il sait que vous l'aimez encore, ou bien vous continuez à supporter et à souffrir, ou bien vous décidez de tenir vos promesses de départ définitif, car rien ne changera, sachez-le, s'il ne veut pas se faire aider. À vous de savoir dans quelle situation vous êtes la plus heureuse ou malheureuse pour décider. Les livres sur la codépendance de Mélodie Beatty et le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen vous aideront peut-être à avancer. Bon courage à vous. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors il y a des messages concernant oui, j'avais un petit courriel aussi de Chaudron de la Barque qui dit: eh bien dites-moi, je ne pensais pas susciter autant de mystères. Peut-être vais-je continuer à écrire en anglais, histoire de vous titiller un peu plus. Hélas non, je ne vis pas près d'un lac, mais très souvent la tête dans les nuages, près des étoiles, où j'entends la douce voix de Caroline m'entonner des chansons en anglais. Imagine de John Lennon, pourquoi pas Douce nuit. À vous tous. Il y a le subversif qui dit: la palpitante énigme de l'inconnu au chaudron, voilà qui est angoissant. Et oui, mais on aime bien avoir peur, vous savez bien, surtout au cœur de la nuit, comme ça. Et alors peut-être un début de réponse grâce à Oscar, que je remercie d'avoir appelé le standard. Oscar dit, en espagnol, on dit Calderón de la Barca. Il s'agit d'un écrivain espagnol, Pedro Calderón de la Barca, qui a écrit entre autres La vie est un songe. Ah, donc quand Chaudron de la Barque parle d'Imagine de John Lennon et la tête dans les nuages, peut-être effectivement très très bien vu, Oscar. Ce pseudo vient de là. Allez, on va accueillir maintenant Clémence. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Clémence. Je suis très contente de vous avoir, surtout que je vous ai eu assez rapidement finalement, donc... Ah, ben vous faites bien de le dire, voilà, parce que souvent on a peur d'appeler parce qu'on se dit: oh là là, c'est compliqué d'obtenir le standard. Non, pas du tout. J'ai des gens très sympathiques, donc voilà. Mais oui, vous êtes bien accueillis chaleureusement. Effectivement, oui. Donc moi, je voulais vous appeler donc parce que je suis dans une situation un peu compliquée en ce moment. Je me sens un peu au pied du mur, si on veut. Je suis enseignante depuis peu de temps, donc je viens de commencer il y a 3 ans. Et je me retrouve plus du tout dans ce que je fais. Je suis en arrêt maladie depuis un peu moins d'1 an. Et c'est très 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 compliqué de savoir si je vais repartir travailler ou pas. Je m'en suis ouverte à personne, donc c'est très 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 dur aussi à porter. Et voilà, je suis vraiment à un carrefour où j'arrive pas franchement à prendre de décision, parce que c'est vrai que c'est une situation qui est quand même assez confortable, ne serait-ce que financièrement. Donc matériellement, c'est vrai que c'est dur d'en partir de cette situation-là, mais je suis complètement coincée. Et surtout, j'ose pas du tout m'en ouvrir à ma famille. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, si vous voulez, sont très fiers de ce que j'ai pu, de ma situation, du fait que j'ai fait des études, ce qu'ils n'ont pas fait eux, mes parents notamment. Et voilà, je pense qu'ils sont fiers et qu'ils sont rassurés de me savoir dans une situation qui est quand même stable. Mais pourquoi vous cette remise en question ? Qu'est-ce qui se passait mal ? Pas forcément quelque chose de concret. J'avais cette espèce d'impression de ne pas être crédible dans ce que je faisais, même si j'avais pas vraiment de points, de choses qui posaient problème, si vous voulez. Bon, ça m'arrivait d'avoir des soucis un peu de discipline, mais ce n'était pas non plus complètement ingérable. Quelle classe vous aviez ? Collège. Oui, c'est le plus difficile, souvent. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas non plus très épanouissant. Donc moi, j'enseigne l'anglais. Et oui, c'est compliqué, oui.
Voilà, je pense que l'anglais au collège, c'est vraiment, c'est pas forcément gratifiant. Hein. Non, du tout, du tout. Enfin, moins pour moi. Après, j'en sais rien. Je suppose qu'il y a des tas de gens qui le vivent bien, et heureusement. Mais c'est vrai que moi, j'ai une vraie passion pour cette culture-là, et je me suis pas du tout retrouvée par rapport à mon emploi. Et bon, bah, ça fait 1 an que je suis dans cette espèce de situation entre deux où j'arrive pas à me décider à quitter complètement l'éducation nationale, à y rester. Et puis bah voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'en ouvrir, donc trouver conseil auprès d'autres personnes, c'est pas évident non plus. Pourquoi avez-vous fait ce choix, vous, de devenir enseignante? Oui. Bon, pas forcément par vocation, dans le sens où j'avais jamais enseigné avant, donc je savais pas du tout. J'ai juste été élève, hein, comme tout le monde, donc j'avais pas vraiment, j'avais pas de notion de ce que ça allait être. Comme je vous disais, je suis passionnée par cette langue, par la culture, donc bon, je partais du principe que être baignée là-dedans et faire de ça mon métier, ça serait justement enrichissant, et d'essayer de transmettre justement cette passion-là, ça serait enrichissant. Bon, il s'avère que c'est pas franchement le cas en ce moment, mais oui, j'étais partie là-dessus. C'est vrai que c'était pas, si vous voulez, j'avais pas une vocation de la pédagogie au départ. C'était plutôt. Il y a un décalage finalement entre la passion que vous avez pour la langue, pour la culture, et finalement vous vous trouvez devant des jeunes qui eux partagent pas du tout ça. Oui, ils sont pas tous comme ça. Non, on peut pas généraliser, mais bon. Oui, voilà. Ils font de l'anglais parce qu'il faut en faire, mais le collège est pas simple. Hein. C'est au lycée déjà, c'est différent. Ils prennent parfois plus conscience des enjeux. Bon, tout à fait. Ils sont plus grands, donc il y a une plus grande maturité là. Oui, tout à fait, c'est clair. Mais alors, vous me dites qu'au fond, vous n'osez pas en parler à vos parents parce que eux n'ont pas fait d'études, donc ils sont fiers de vous et de votre réussite. Oui, voilà. Ça représente aussi beaucoup pour eux d'avoir une fille dans l'enseignement. Vous avez peur de les décevoir? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai 2 sœurs plus jeunes qui, elles, ont eu des soucis dans leurs études. Et vu que moi, si vous voulez, c'était quelque chose d'assez évident, j'ai jamais eu de soucis, ça s'est fait de façon continue. Il n'y a pas eu de remise en question, du moins pendant mes études. C'est vrai que voilà, ils sont, je le sais qu'ils sont très fiers et qu'ils sont contents justement que je n'ai pas eu de vague pendant mes études comparé à mes 2 sœurs qui elles, donnent un peu plus de soucis, entre guillemets. Et qu'est-ce que vous envisageriez, vous avez de faire c'est justement le problème. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune Vous avez idée. songé à une reconversion éventuelle? Non. J'y songe, si vous voulez, en pensant aux mots reconversion, mais alors ce qu'il pourrait y avoir derrière ça, j'ai aucune idée. Oui, ça reste complètement flou pour le moment. Oui, voilà. Je pense que je suis, comme je vous disais, je suis vraiment entre deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais sortir de l'éducation nationale. Ça vous angoisse? Oui, beaucoup. Mais il faudrait comprendre pour quelles raisons ça vous angoisse. Si c'est par crainte de décevoir vos parents. Oui, je pense. Ou si c'est ou si c'est vraiment par rapport à vous, la crainte de l'avenir, parce que on peut comprendre, vous êtes dans une sécurité de l'emploi et autres, mais qui n'est pas négligeable évidemment, mais la crainte de décevoir vos parents, ça peut se travailler, ça, y réfléchir et comprendre et la dépasser, la surmonter. Oui, après tout, parce que ça, il y a vous avez souvent justement quand avec des parents qui n'ont pas fait d'études, vous avez c'est une façon, vous avez réparé quelque chose de leur histoire. Ils ont certainement beaucoup investi. Oui, tout à fait. C'est aussi par rapport à vous, donc à tout niveau.
en vous permettant de faire des études. Donc c'est compliqué pour vous, comme si là vous n'étiez plus la fille modèle, vous sortiez du cadre. Bon, mais ça peut se travailler, ça peut se surmonter. Parce que l'important, c'est que vous soyez au clair, vous, avec votre désir. Et peut-être qu'au fond, vous avez fait aussi un choix qui correspondait pas vraiment à celui qui était le vôtre. Alors, vous avez choisi l'anglais, ça, vous dites que ça c'est assez clair. C'est un choix véritable, voilà. C'est important. Vous aimez, pour beaucoup de raisons. Mais après, peut-être que l'enseignement, la pédagogie, ça représentait plus pour vos parents que pour vous-même. C'est possible. Après, c'est vrai que quand j'y pense dans cette optique-là, je me souviens pas d'un moment où mes parents, par exemple, m'auraient aiguillé en me disant écoute, c'est vrai que t'aimes l'anglais, pourquoi est-ce que tu ferais pas prof? Ça s'est jamais, si vous voulez, ça s'est jamais sorti comme ça, de façon si évidente. Mais quand je pense vraiment à mes motivations pour faire ce travail-là, il est clair que c'était l'anglais. Après, la pédagogie, ça vient forcément parce que c'est quand même une grosse, c'est quand même quelque chose de très important dans ce métier-là. Mais c'était pas c'était pas la première chose qui venait non plus à l'idée. Oui, mais pour les parents, il y a quelque chose de très rassurant. Et puis, pour des parents qui n'ont pas fait d'études, d'avoir une fille qui est enseignante, symboliquement, ça compte beaucoup. Oui. Vous voyez, des parents qui ont pu eux-mêmes se sentir exclus, rejetés, mal à l'aise dans ce système-là. Oui. Et une fille qui, elle, y accède, en fait partie, c'est très valorisant. Oui, je suppose que oui, c'est clair. Oui, certainement. Mon père a un travail où il ne s'épanouit pas du tout, oui. Notamment intellectuellement, et je pense qu'il est content justement que je sois dans cette branche-là, parce que intellectuellement, c'est censé être quelque chose justement de valorisant, d'épanouissant. Donc je pense que c'est aussi vis-à-vis de sa carrière à lui. Et oui, mais le problème, c'est que vous non plus, vous n'êtes pas bien. Oui, c'est vrai. C'est ce que dit le subversif d'ailleurs. Continuez d'incarner la projection de vos parents ou devenir vous. Un dilemme entre l'angoisse du vide et l'idéal du moi à travailler. Oui, exactement. C'est entre ces deux aspects-là qu'il y a lieu de travailler. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça et que vous vous sentez un peu dans un étau. Parce il y a entre votre désir à vous, votre image de vous-même, votre accomplissement, c'est ça, devenir vous-même, et puis ce qu'attendent de vous vos parents, tout ce qu'ils ont projeté sur vous, tout ce que vous réparez de leur propre histoire. Oui, certainement, oui. Donc il y a tout un poids qui pèse sur vous. C'est très très difficile à gérer. Peut-être que vous pouvez un peu faire le point là-dessus en demandant un peu une aide extérieure, un conseil extérieur, un avis. J'ai déjà consulté un psychiatre il y a quelques mois. Enfin, un thérapeute pour faire un peu le point ponctuellement. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire une analyse, c'est pas remettre en cause toute votre histoire, mais d'avoir quelques séances pour travailler cet aspect-là des choses. Oui, on a travaillé là-dessus. J'ai pas continué parce que justement j'avais l'impression que ça s'enlisait plus qu'autre chose et que moi je n'avais pas l'impression d'avancer, mais bon. Alors il y a Chantal qui dit enseigner à des adultes. Oui, j'ai fait un peu ça effectivement en bénévolat. Effectivement, c'est beaucoup plus enrichissant. Donc oui, mais bon, enseigner à des adultes, ça voudrait dire aussi sortir du cadre éducation nationale ou alors justement passer d'autres diplômes pour enseigner à des gens plus âgés. Donc là, c'est vrai que c'est une reprise aussi de formation. Donc disons que dans mon cas actuel tout de suite,
au-delà du bénévolat, j'ai pas trop possibilité de le faire avec des adultes. Ou alors il faut, voilà, comme je disais, que je démissionne et que je trouve un autre cadre via les associations, via ce genre de choses pour travailler avec des adultes, effectivement. Je reçois un message, quelqu'un me dit « Je suis étudiant en Master 2 d'anglais, je tente le CAPES. Je n'avais pas enseigné l'anglais jusqu'à mon stage récemment. J'ai adoré malgré les difficultés. » Et puis, il y a Eliane qui dit que vous pourriez très bien demander un poste de documentaliste. C'est un rôle moins éprouvant et qui pourrait vous être bénéfique. Oui, c'est vrai que je m'étais renseignée là-dessus également. Bon, après, les places sont chères, malheureusement. C'est vrai que je me doute bien de ne pas être la seule dans cette situation-là et qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui essaient peut-être de revenir dans cette branche-là pour ne pas sortir justement de l'éducation nationale. Et c'est vrai que, bon... Oui, il y a peut-être des compromis à trouver. On va accueillir Saba qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Saba. Bonsoir. 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 Alors vous êtes également professeur d'anglais ? Exactement. Oui, moi je voulais conseiller à la jeune fille. Moi j'ai pas entendu le début du témoignage, mais moi je suis prof d'anglais et c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal. Ça a été même une vraie souffrance pour moi. Oui. Au point de vraiment à la fin de la journée, chaque soir effacer mon tableau et me dire c'est fini, je reviens pas demain quoi. D'accord. Et j'ai pensé arrêter assez souvent moi. Mais c'était à quel niveau ? C'était des soucis au collège. D'accord. Et c'était des soucis de discipline ? C'était des soucis par rapport au fait beaucoup de discipline et puis de travail. C'est vrai que je travaillais énormément. Je travaillais près de 50 heures par semaine à préparer les cours, à corriger des copies, etc. Non, c'était trop pour moi. Je me sentais dépassée. Et puis aujourd'hui, j'en suis maintenant à ma 9e année, je pense. Quelque chose comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. Donc... c'était juste pour vous dire qu'il faut peut-être continuer un petit peu. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait une analyse. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et puis, aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. J'adore mon métier. J'ai choisi le collège après avoir fait du lycée. Je suis revenue en collège avec un vrai plaisir. Et vraiment, aujourd'hui, je me vois faire ma carrière. Mais en début de carrière, c'était vraiment atroce. C'était une vraie souffrance. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est réconfortant de ne pas être seule dans ce cas. Mais je pense on est vraiment beaucoup dans ce cas. Malheureusement, chez les profs, il y a une espèce d'omerta. On ne dit pas forcément les choses, on ne dit pas quand on est en difficulté. C'est toujours tabou. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de le dire, de l'exprimer, de pouvoir l'exprimer à mes collègues, aussi en psychanalyse, de travailler là-dessus. Et puis, finalement, au fil des années, on s'y fait. On arrive à avoir moins de travail. On arrive à avoir plus de plaisir parce que la relation avec l'élève devient... On apprend aussi au fur et à mesure comment se comporter avec les élèves, comment faire face aux situations de conflit. Parce qu'au début, tout est neuf, en fait, et on se sent vraiment submergé. Donc, n'importe quel conflit devient angoissant. On y pense jour et nuit. On se refait la scène, on la revit le soir en se disant « Non, j'ai mal fait, que je fasse comme ça, etc. » Et puis, au final, on arrive à se dire que ça fait partie du boulot. Il n'y a rien de dramatique d'avoir un conflit avec un élève. C'est normal parce que les ados, ils cherchent le conflit parfois, mais qui sont plus difficiles que d'autres et c'est pas soi qu'on doit remettre en question parce que l'élève souvent, il se confronte pas à nous en tant que personne, mais à nous en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, en tant que figure d'autorité. Donc petit à petit, on s'adapte, on arrive à s'y faire et puis on prend plus de distance par rapport aux choses, on est moins bombardé en fait. C'est vrai que la discipline, moi je sais que j'ai pas eu de soucis majeurs. Bon, ça fait peu de temps que je travaille. J'ai eu, je pense comme tout le monde, un peu les élèves un peu récalcitrants, ce genre de choses. Oui. Mais c'était une remise en question vraiment plus générale en fait. De fait d'avoir, je pense, idéalisé certainement le métier et d'arriver là et me dire je m'ennuie quoi. J'ai pas envie d'aller travailler. Je peux même pas dire que c'est par rapport au public que j'ai parce que je peux pas dire que j'ai eu des soucis à ce point-là avec des élèves, pas du tout. Au contraire, je pense que si tout le monde avait pu avoir les élèves que j'ai eus, ça serait quand même bien. Surtout en début de carrière, donc. Dans ce cas-là, effectivement, si c'est une question d'ennui, peut-être qu'il faudrait voir à demander un poste en lycée.
Parce que c'est vrai qu'en début de carrière, quand on n'est pas diplômé suffisamment, c'est un peu compliqué. Surtout, c'est une idée reçue, parce que moi, ma deuxième année, je l'ai faite au lycée finalement. Ouais. Donc, il faut juste demander. Vous allez voir que vous pouvez très bien avoir un lycée. C'est pas une question de... Quelques mails qui arrivent d'Isaac qui dit: n'avez-vous pas trouvé un soutien auprès de vos collègues ou de votre chef d'établissement? Ça rejoint ce que vous disiez, Saba, les collègues sont pas toujours un soutien dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi je suis pas dans un établissement où je vais rester, j'ai pas été nommée quelque part où j'allais rester non plus. Donc j'ai fait quand même la rentrée et c'est très difficile de nouer des liens. Dans un établissement où tout le monde se connaît, et puis où on sait que vous n'allez pas rester à la fin de l'année, que vous n'allez pas forcément être là souvent parce qu'il y avait c'était une histoire de remplacement, donc vous n'êtes pas, voilà. Les gens savent que vous ne resterez pas, donc c'est plus compliqué aussi. Alors Isaac ajoute: si vous sentez que vous ne pouvez pas poursuivre dans la voie de l'enseignement, rapprochez-vous de la direction des ressources humaines du rectorat dont vous dépendez afin d'obtenir les renseignements utiles à votre conversion. Prenez le temps de vous poser, de savoir ce qui est le mieux pour vous. Alors moi j'ai fait un stage, c'était juste pour dire que j'ai fait un stage justement en période de doute sur... au sein de l'éducation nationale et pour un stage pour une reconversion professionnelle. D'accord. Donc ça, c'est des stages que vous pouvez demander. D'accord, ok. Bill dit: allez, peu importe le métier que vous faites, l'essentiel c'est de se faire plaisir dans ce que l'on fait, vivez pour vous, pas pour les autres, allez de l'avant. Il y a Héliotrope qui dit: prenez un nom de mise en disponibilité, partez travailler, pourquoi pas comme volontaire international dans un pays anglophone. Oui. Et puis Didier dit: pourquoi ne pas tenter de se mettre à son compte, formatrice en anglais pour adultes en entreprise, il y a de la demande, elle rencontrera des gens intéressés par la culture anglaise. C'est mon compagnon qui fait ça en ce moment, donc lui il est anglophone. Et c'est très difficile aussi. Bon, après, ça, on sait jamais, ça me plairait peut-être, mais c'est vrai que lui galère beaucoup à divers niveaux parce que les payes ne tombent pas facilement, parce que ce genre de choses. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quitter une situation très stable. Mais pensez peut-être à demander un établissement où il y aurait des sections européennes. Parce que moi par exemple dans mon collège, on a une section européenne, c'est vrai que ce sont des élèves qui sont très motivés. Et là, pour le coup, vous n'allez pas vous ennuyer avec eux. Vous pourrez, si vous souhaitez poursuivre cette conversation en antenne, on peut vous mettre en relation. Merci beaucoup. En tout cas, Saba, votre témoignage était réconfortant. Il y a quand même Sergio qui dit: moi, depuis le collège, cette question existentielle me turlupine. Where is Brian? On a les mêmes références. Yes, Brian is in the kitchen. On avait les mêmes références, donc pourtant vous êtes plus jeune que nous, donc mais vous savez où se trouve Brian. Voilà, exactement. My umbrella is yellow. Il me revient des vieux souvenirs comme ça. Oui, ça revient régulièrement. J'ai pas honte. En face de deux enseignantes d'anglais, franchement. On voit pire, vous inquiétez pas. Avec mon anglais horrible. Mais c'était très compréhensible en tout cas. Ah, mais ça, j'ai un anglais très compréhensible, sauf pour les Anglais. Mais les Français me comprennent très bien, c'est l'avantage. C'est l'avantage, oui. Bon, allez, bon courage Clémence et merci beaucoup Saba. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Queen, I Want It All. Cathy me dit, tiens, du rock, et oui, ça déchire sur Europe 1. Ah, si vous vous étiez un peu assoupi, là, subitement, ça a dû secouer, là. Vous êtes réveillé d'un coup, brutalement. Le subversif me dit, on n'écoute pas Queen si on n'a pas de longs cheveux qu'on secoue, de vieux Slim Lee et de vieilles baskets montantes. Bonsoir David. David, vous êtes là ? Allô, allô ? David, ça l'a tétanisé. Ah, c'est Guy. Ah. Bonsoir Allô. Guy. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à mon appel. Je vous en prie. Ça fait bizarre de l'avoir au téléphone et le décalage, ça fait un peu... Alors voilà, moi j'ai 43 ans et je suis avec un homme depuis 8 ans.
Et depuis 4 mois, je suis en rupture parce que lui l'a voulu. Et on avait déjà traversé un certain nombre de crises. Mais là, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'il me manipule depuis des années. Il me ment depuis des années. Il a des aventures depuis des années. Il boit, il se drogue. Et je n'arrive pas à sortir de cette situation, malgré le fait que j'ai fait une thérapie, malgré le fait que j'étais revoir un psy depuis qu'il m'a annoncé qu'il allait voir quelqu'un. Je n'ai pas le déclic. J'y arrive pas. J'ai beau essayer de chercher des appartements. À la limite, je suis presque rassuré quand je ne trouve pas d'appartement. Et on a beau me dire, comment fais-tu pour rester dans cette situation-là? Comment peux-tu supporter tout ça? Ça me terrorise de me retrouver tout seul. Il a un peu détruit plein de choses, de toute ma confiance que j'avais en moi. Et j'ai beaucoup de mal à trouver le déclic pour repartir. Ben oui, puisque vous dites bien que au fond vous cherchez sans chercher. Et puis d'ailleurs, si vous trouvez le fait de ne pas trouver un appartement, donc une possibilité d'indépendance, vous soulage. Ça vous donne un prétexte pour rester auprès de lui. Alors malgré le tableau assez apocalyptique que vous dressez, il vous manipule, il boit, il se drogue, il vous ment, il vous est infidèle. Vous ne parvenez pas à vous détacher de lui. Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez travaillé cela un peu en thérapie, comprendre qu'est-ce qui vous lie à ce point à un homme aussi destructeur pour vous? Le fait d'une certaine façon de vouloir le sauver, et puis d'avoir été élevé d'être toujours dans le désir de l'autre, de ne penser qu'à l'autre, dans le bien de l'autre, et complètement oublier qui je suis moi, Et j'arrive pas à me dire stop. C'est ne serait-ce que de sortir, de se promener, de se retrouver le goût de la promenade, de s'arrêter, de boire un café ou quelque chose comme ça. C'est des choses que je faisais avant. Tout a été détruit. Plus aucune confiance en moi. Donc j'ai été voir un thérapeute pendant 10 ans, avant de le connaître. C'était une femme. Oui. J'ai énormément progressé, déjà ne serait-ce que pour accepter mon homosexualité, plus ma séropositivité. Donc c'était très très long, très difficile, mais je m'en suis sorti. Mais après elle est partie à la retraite. Donc, et puis je l'ai rencontré. J'ai rencontré cet homme à un moment où j'étais fragilisé par des problèmes professionnels. Et tout mon entourage me disait, enfin, dans certains, le peu d'amis que j'avais, ils me disaient, c'était évident. C'était évident qu'il te manipulait, qu'il te trompait, mais toi, tu ne voulais pas voir. Et moi, j'étais à fond, Quand il m'a annoncé qu'il m'a trompé, je dis, écoute, d'accord, on va remettre les choses à plat, on va se battre, si tu m'aimes, on va y arriver, ceci, cela. Et puis je tenais 6 mois, et 6 mois après, il me refaisait un autre coup, et je remettais les choses à plat, et jamais je mettais stop, Je me suis battu pendant 8 ans tout seul, Et maintenant, ça fait 4 mois, où donc son nouveau copain, il est en province, donc il partait une semaine. Donc je me retrouvais une semaine dans l'appartement. Je mettais 4-5 jours pour me retrouver. Donc je sens bien qu'il y a quand même un petit truc où j'arrive à me retrouver moi-même. Il revenait une semaine, il repartait, il revenait, il repartait. Et ce qui a été un peu le déclencheur du mail que je vous ai adressé, c'est que il y a toujours eu un jeu d'aspect bizarre de je laisse mon ordinateur ouvert pour que tu puisses lire mes messages ou ainsi de suite ou autre. Et je suis tombé sur un message
de son nouveau copain où il disait qu'il arrêtait la relation parce que son ex, moi, était encore trop présent dans sa vie. Donc là, je me suis dit, là, je fais quoi, là? Je veux pas retomber encore là-dedans, dans une fausse relation ou quelque chose comme ça. Et je dis, il faut que je trouve une solution, quoi. Alors, qu'est-ce que cet homme, finalement, quand vous dites, vous voulez le sauver, vous mettez dans toujours, vous voulez le bien de l'autre au point de vous oublier dans la relation. Quand on se met dans une position de sauveur, en général, c'est une position qu'on adopte pas du jour au lendemain. Du fait c'est une position qui renvoie un peu à l'histoire que l'on a eue, à une histoire familiale. Oui. Dans votre histoire, vous, personnelle, dans votre histoire familiale, vous avez eu comme ça à soutenir, à aider un parent, quelqu'un dans votre fratrie, à essayer de réparer quelqu'un? Un peu mon père, quoi. Donc, pourquoi? Quelle relation aviez-vous avec votre père? Très conflictuelle, très difficile. Et ma mère disait, il faut l'excuser, il est en colère, il a un travail, il faut tout faire pour qu'il se mette pas en colère, de ce genre de choses, quoi. Et donc, j'ai essayé, même si j'avais énormément de problèmes avec lui, il y avait ce truc comment dire ça, de subir la colère de l'autre, mais de se dire, on va attendre que ça passe, et on va être gentil pour que lui soit détendu et qu'après on puisse avoir une relation un peu normale ou autre. Et ne pas dire, je subis ta colère, c'est pas normal. Je sais pas si vous voyez. Il se mettait en colère également avec votre mère? Oui. Oui, mais plus avec moi qu'avec ma mère, mais oui. Oui, mais finalement, vous étiez très exposé, parce que vous aviez un père très, semble-t-il, assez coléreux, qui s'en prenait à vous. Oui. Pour quelle raison? Vous ne saviez pas vraiment? Parce qu'il fallait être un homme. Intéressant. C'est quoi être un homme? C'était quoi pour votre père? Vous pensez que justement il ne supportait pas, peut-être déjà il sentait en vous que il y avait que vous étiez différent? Oui, c'est possible. Il y avait cette différence qui s'exprimait tôt chez vous? Oui. Je pense déjà le fait d'avoir été un peu élevé dans un cocon, j'ai un peu le stéréotype de l'homo, quoi, d'un certain côté, mais d'avoir été élevé par des femmes, que tout mon entourage soit des femmes, et d'avoir une peur extraordinaire de l'extérieur, quoi, en gros. Donc c'était un pavillon en banlieue où j'avais pas d'amis, où j'avais tout ça, donc le seul contact que j'avais avec l'extérieur, c'était mon père rentrant du travail le soir. Et donc j'étais pas du tout armé, je ne savais pas du tout comment me battre vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'était des trucs, il faut ranger sa chambre, il faut mettre ses chaussons, il faut ceci, il faut cela, et dès que je faisais le moindre chose de travers, tout de suite ça partait dans des colères extraordinaires, quoi. Puis après, en grandissant, à l'adolescence, je provoquais un peu cette colère-là. Oui, et vous étiez d'autant plus exposé que votre mère ne mettait pas de barrière, vous laissez livrer à la colère de votre père en vous disant il faut l'excuser. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de elle ne vous protégeait pas. Ouais. Elle vous disait finalement c'est pas grave, ça va passer. Donc elle vous renvoyait quand même là l'image d'une mère assez soumise. Oui, tout à fait. Cet homme qui... Oui, pardon. Même si j'étais quand même couple équilibré, j'ai pas été élevé non plus par le père fouettard, quoi. Mais c'est mon ressenti actuel, quoi. Et d'une certaine façon. Oui, mais c'est ce qui compte. Ce qui compte.
ce qui compte, c'est votre vérité à vous. Tout à fait. Ouais. Vous voyez, je sens bien que vous voulez atténuer. Je dis pas qu'il s'agit pas de vous parler de père fouettard. On n'est pas dans la maltraitance, mais après ça peut créer. Je pense que c'est pas non plus un hasard si vous vous retrouvez dans une relation de ce type avec cet homme. Qui plus il vous malmène, plus il vous brutalise moralement, plus vous êtes attaché à lui. Oui, tout à fait. Ouais. Et le fait de penser à me retrouver seul me plonge dans des angoisses, des paniques, des machins, des trucs comme ça, quoi. Parce qu'il a sapé tout mon entourage, mes amis étaient devenus des ennemis, donc je ne le voyais plus. Ses amis devenaient mes amis. Il a un peu sapé tout le monde. Il a sapé, il a fini de saper une estime de vous-même qui était déjà assez faible. Tout à fait, oui. Oui, de toute façon, pour ce genre de relation, il faut être à deux. C'est pas tout seul. Je reconnais ma part. Parce que quand vous me parlez de votre enfance dans un pavillon, on peut habiter dans un pavillon et avoir des amis, Guy. Vous voyez, un enfant qui n'a pas d'amis, ses parents, c'est important qu'ils s'en préoccupent. Parce que pour l'équilibre psychique d'un enfant, c'est important d'avoir des amis. Donc il y a ça, il y a ce que vous viviez à la maison, et donc il y a une estime de vous qui était assez faible, et cet homme a fini de la saper. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la reconstruire, mais pas auprès de lui. Ça c'est certain. Oui. Et ce qui complique un peu la chose, c'est que j'arrive pas à trouver d'appartement parce que j'ai un statut de CDD. Oui. Et l'autre solution de facilité, ça serait de retourner dans ce pavillon d'enfance. Et c'est là où ça me... Oui, il y a vos parents. Oui, il y a ma mère. Mon père est mort. Oui, c'est pas l'idéal. Voilà. Non, c'est pas l'idéal. Ça serait régressif pour vous. Tout à fait. Ou ça serait du provisoire. Hein. Ça pourrait être du provisoire, vraiment en attendant de trouver quelque chose. Mais effectivement, il ne faudrait pas que ça s'installe dans la durée. Donc j'étais revoir un thérapeute pour essayer de me secouer de tout ça. Et j'ai pris un thérapeute, un homme. Sous les conseils de mon ancien psy qui est à la retraite, m'a dit allez voir un homme, peut-être que ça vous aidera. Et je ne ressors pas apaisé. Oui, mais attendez, vous l'avez vu il y a combien de temps ? Alors, ça fait 2 mois que je le vois. Ah oui, mais attendez, vous savez, une thérapie, vous avez fait précédemment avec cette thérapeute, c'est pas en 2 mois que les choses vous pouvez ressentir un soulagement. La thérapie que vous avez fait avec, où vous parliez de votre homosexualité, de votre séropositivité, ça a pris du temps. Vous l'aviez fait pendant combien de... Une bonne dizaine d'années. Vous vous rendez compte, en 2 mois. Alors, je vous dis pas que il va vous falloir une dizaine d'années pour ressentir un mieux-être. Hein. Il faut, mais c'est pas en 2 mois, c'est court quand même. Hein. Comment ça se passe ? Quelle est la relation que vous avez avec le thérapeute ? C'est assez violent. C'est ça. C'est-à-dire déjà, je lui dis toujours laissez-moi parler parce qu'il parle beaucoup. Et lui, il me dit, je cherche un appartement, allez voir les concierges pour savoir s'il y a des appartements libres dans les immeubles. Il y a un côté un peu culpabilisant dans l'histoire. Je comprends qu'il me dit, vous êtes en danger, c'est violent, il faut que vous sortiez le plus vite possible de ça, je le comprends. Mais je suis tellement fragile que tout de suite, moi, ça va m'enfoncer encore plus, quoi. J'ai dit, non, ça m'aide pas. Mais c'est curieux, oui, qu'il soit dans la réalité à ce point-là. Ah ouais, mais c'est... Parce qu'en général, les thérapeutes rentrent pas dans la réalité... Enfin, s'accrochent pas tant aux faits réels. Tout à fait. Qui rentrent dans le côté aussi pratique. Ça me rappelle à la réalité côté pratique que mon père disait. Donc, il y a tout qui fait écho en même temps, où c'est... En même temps, on me dit il faut trouver un appartement. Moi, j'entends mon père qui me dit il faut que tu aies un travail et puis que tu épouses une femme et que tu aies des enfants et ceci et cela. Ouais. Donc, c'est... non, mais qu'ils vous le disent, en disant... l'important, c'est que vous arriviez à sortir de cette relation, oui, mais si vous voulez,
un thérapeute, enfin, tout dépend après sa formation, n'intervient pas sur le réel de cette façon-là. Il n'est pas psychanalyste. Non, il est psychiatre. Ouais. Et je l'ai pris parce que financièrement, c'était plus... Oui. Vous lui avez dit que ça vous ramenait à ce que votre père... au discours de votre père, à l'attitude de votre père? Oui, tout à fait. Ouais. Et que vous dit-il? Il me dit que si ça me dérange, c'est bien. C'est que ça travaille et que c'est bien que ça me dérange à ce point-là. Oui, vous risquez de faire un transfert assez négatif sur lui, mais bon. Oui, voilà, c'est ça le... Alors, dans une thérapie, on peut passer par un transfert négatif, mais ça peut être un peu embêtant au début. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous appelais, c'est que est-ce que c'est bien ce genre de choses, ou est-ce qu'il faut et que je patiente, ou est-ce qu'il faut que j'en trouve un autre, quoi. Peut-être que c'est une façon qu'il a de vous bousculer, je sais pas, de... Ah oui, ça pour me bousculer, il me bouscule, quoi. De me dire, mais ce que vous avez vécu, c'est pas de l'amour, vous avez jamais aimé, donc il y a des choses qui arrivent. Après, je dis, ouais, bon, peut-être que, mais sur le coup, je prends ça, après je rentre et je suis un peu défait, quoi. Oui, mais ça, vous le savez. Vous avez même commencé par ça. Hein. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'arrivez pas. Il y a une force qui vous maintient dans cette relation dont vous n'arrivez pas pour le moment à sortir. Donc c'est plus là-dessus, cet aspect-là, qui fait que vous restez dans une relation parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se rejoue. Ouais. Alors c'est vrai que il y a le subversif qui disait en essayant de le changer, vous essayez de le changer pour vous changer. Cet homme vous figure quelque chose de vous peut-être, mais quoi? Peut-être le côté alcool, drogue, faire la fête, ce genre de choses, avoir un côté de voir plein de gens être connus par les autres et tout. Il y a ce côté un peu éphémère, quoi. Bon. Bah, écoutez, je pense qu'il faut poursuivre quand même ce travail de thérapie et aller un peu en profondeur. Peut-être que ce transfert négatif peut quand même avoir du bon, hein, parce que c'est quand même un transfert, quoi qu'il en soit. Ouais, d'accord. Bon courage, Guy. Il y a des messages qui arrivent pour vous, je les lirai après le journal d'1 heure, donc restez à l'écoute. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Guy. Nous sommes ensemble, pour un petit peu moins de 5 minutes. Alors des réactions qui arrivent pour Guy Romain qui cite un livre en anglais. Sachez Romain qu'on va transmettre à Guy. Il y a également des messages qui arrivent au 7 39 21, lune de miel qui dit il faut se défaire pour se refaire, continuer. Brigitte qui dit cet homme n'a pas sapé votre force intérieure profonde. On peut regagner très progressivement confiance en soi-même et en la vie. Coco dit vous deviez tout pardonner à votre père comme vous pardonnez tout aujourd'hui à votre ami, mais vous pouvez être aimé par un autre homme. Oui, mais un homme qui serait tendre, attentif. Pour le moment, Guy n'en voudrait pas parce que finalement il va vers un homme qui lui rappelle un peu son père. Il y a Lali qui dit en voulant sauver votre ami, vous vous perdez, alors sauvez-vous. Prune également, vous vous perdez de vue, protégez-vous en le quittant. Il aimerait, mais il n'y arrive pas. Hein. Et puis, il y avait Maggie qui, elle, rebondissait sur le témoignage de Clémence en disant « Soyez d'abord vous-même, suivez votre route, votre réponse étant vous-même ». Il y a beaucoup de réactions pour Clémence, mais j'ai pas trop le temps de les lire parce qu'on va accueillir Gilbert. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir à l'antenne. Mais je vous en prie. Je souhaitais donc vous faire part aux auditeurs d'une passion qui est mienne depuis 3 ans.
Je suis musicien et bon, je dois te préciser que je ne connais pas la musique, que j'en ai fait un tout petit peu étant très jeune, mais c'est uniquement à l'oreille que je joue. Et donc, ce que je fais, en fait, j'interprète des grands succès tels que Edith Piaf, tels qu'Aznavour, Pierre Perret, que j'adore, beaucoup d'autres, beaucoup plus très entraînants également. Oui. Alors ça peut être à l'accordéon, comme au piano, comme à la trompette, bien d'autres instruments également. Voilà. Puis c'est véritablement une passion qui me prend beaucoup de temps. Et ce que je souhaite maintenant, c'est, à mesure du possible, trouver, du fait que je suis quasi non-voyant, trouver quelques personnes qui seraient assez disponibles, qui seraient par exemple en retraite ou à la recherche d'un emploi et qui pourraient m'accompagner dans mes déplacements en province. Car j'envisage effectivement de bouger pas mal, j'espère jouer un petit peu, j'allais dire presque au gré du vent, profiter de l'été, déjà dans un premier temps. Oui. Et jouer tous ces grands succès pour qui voudra bien avoir le plaisir de les entendre. Vous donnez des soirées, vous donneriez des spectacles, Ça peut être aussi des spectacles. Vous dites des déplacements en province, ça veut dire que vous êtes à Paris, région parisienne ? Tout à fait, oui, je suis à Paris même, oui. D'accord. Et j'envisage, non, pas forcément, disons que ça peut être aussi des spectacles, j'en ai déjà un qui est prévu dans le sud-ouest où je vais souvent, et lorsque je joue très régulièrement, mais bon, sur la voie publique, va-t-on dire, comme je le fais de temps à autre à Paris. Oui. Et là-bas, j'ai eu un contact avec une dame qui m'a interpellé et qui m'a proposé de jouer là pour la fin juin. Vous allez où ? Vous jouez fin juin ? Dans le sud-ouest. Et où ? À Figeac. Oh, je connais bien. Ah bon ? Oui, à Figeac, oui. Oui, il y a beaucoup il se fait beaucoup de choses, voilà. oui. Et donc, il y a une manifestation à fin juin, et bon, si vous voulez participer, effectivement, il y a beaucoup d'autres musiciens qui interviennent, c'est excellent. Et je dois y participer, voilà. Oui, mais il y a plein de festivals à ce moment-là, cette période de l'année. Oui, certains, oui. C'est très touristique, ces coins-là. Oui. Donc, voilà, si vous voulez, je souhaiterais peut-être rencontrer des gens qui soient assez disponibles. Quelqu'un qui pourrait en fait vous véhiculer. Alors vous dites éventuellement soit quelqu'un à la retraite, mais vous dites même qui chercherait peut-être un emploi, c'est-à-dire moyennant même une petite rémunération. Ah oui, bien sûr, si justement, j'allais en venir là, si je le peux, bien entendu, pour moi, ça coule de source. Maintenant, je ne peux pas dire comment ça va évoluer, si vous voulez, c'est évident que, est-ce que ça va évoluer dans le sens de pouvoir obtenir une rémunération vraiment effective et suffisamment conséquente pour pouvoir rémunérer quelqu'un. Mais enfin, moi, c'est tout ce que je souhaite à la base, hein. Forcément, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je voudrais bien qu'il advienne. Oui, alors donc si il y a des personnes qui nous écoutent à Paris, région parisienne, qui auraient la possibilité de pouvoir vous accompagner dans vos déplacements, surtout pendant cette période comme ça de l'été. Oui, bien sûr. Elles peuvent nous appeler au 39 21. Alors là, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est possible la semaine prochaine. C'est possible de nous envoyer un petit courriel europe1.fr. 3921 à partir de la semaine prochaine, courriel, et puis on vous transmettra leurs coordonnées. Eh bien, je vous remercie infiniment. Dans tous les cas, j'avais juste une toute petite précision. On n'a plus le temps, Gilbert. Il faut vraiment que je rende l'antenne parce que c'est taratata là et on est hyper short parce que c'est du direct. Merci beaucoup, Gilbert. Bonsoir, la précision, ne raccrochez pas, vous la donnez hors antenne et on va en tenir compte, d'accord ? Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Très belle nuit à vous avec Taratata qui va commencer tout de suite en direct sur Europe 1. Reposez-vous bien et j'espère vous retrouver dès lundi. Je vous embrasse fort, à bientôt, à lundi.